La Révolution anglaise. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, la première partie est la première révolution, avec 2 chapitres, une nouvelle république et la restauration. La deuxième partie est la deuxième révolution, où nous allons étudier l'habeas corpus, le Bill of Rights et la vision de Voltaire, puis la conclusion et enfin un quiz. Si je vous dis révolution, vous me répondrez sûrement Révolution française, Louis XVI, décapitation ou bien même la terreur. Cependant, nous avons tendance à oublier la première révolution contemporaine qui s'est déroulée près de 150 ans auparavant, la Révolution anglaise. C'est de ce fait historique que nous traiterons aujourd'hui. Avant tout, il est à préciser que nous n'allons pas aborder une révolution, mais 2. La première date de 1642 et la deuxième de 1688. Il apparaît évident de se poser la question suivante. Dans quelle mesure la Révolution anglaise est-elle précurseuse des révolutions européennes? La première révolution. Les faits remontent au XVIe siècle. Henri VIII, roi d'Angleterre, rompt brusquement ses liens avec l'Église catholique romaine en 1534 afin de se séparer de sa femme, Catherine d'Aragon, ce qui laissa l'opportunité au protestantisme de s'installer progressivement en Angleterre. La reine Marie Tudor, quant à elle, introduisit violemment le catholicisme au pays. Afin de calmer les tensions, Élisabeth Ier instaura l'anglicanisme, un juste milieu entre le catholicisme et le protestantisme. Ce qui peut paraître comme étant la solution miracle, cachait une véritable scission au sein de la société anglaise. En effet, les catholiques se sont sentis trahis et les protestants ont refusé de reconnaître l'Église anglicane jugée corrompue. Mais quel pourrait être le lien entre ces 2 révolutions et ces histoires de religion? En 1642, Charles I, roi d'Angleterre et fervent catholique, tente de dissoudre le Parlement qui a majorité protestant. Ce dernier veut octroyer les pleins pouvoirs à l'image de son contemporain, Louis XIV, ce qui entraîne une sanglante guerre civile opposant les parlementaires protestants aux royalistes catholiques. Cette guerre révolutionnaire se solda par la décapitation de Charles I, le 30 janvier 1649, ce qui causa une vague d'indignation partout en Europe. Le chef de l'armée parlementaire, Olivier Cromwell, un puritain affirmé, prit le pouvoir. C'est le début de la République. Quels sont les effets de la République puritaine de Cromwell sur la société? Comment est-ce que la société anglaise a vécu le retour de la monarchie catholique de Charles II? Qu'est-ce qui a poussé les Anglais à mener une seconde révolution? Quelles furent les conséquences politiques, économiques et sociales post-révolutionnaires en Angleterre et en Europe? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Une nouvelle république. Olivier Cromwell resta 10 ans au pouvoir, de 1649 à sa mort en 1658 sous le titre de l'ordre de protecteur. Il est bon à savoir que ce personnage très controversé de l'histoire des îles britanniques était un puritain protestant fondamentaliste. Entre 1649 et 1653, il cohabitait avec le Parlement croupion, reste du Parlement de Charles Ier qui avait fait l'objet de purges. Le 20 avril 1658, le Parlement est dissous. C'est le début d'un régime extrêmement rigoureux. Nous pouvons comparer cet épisode au 18 Brumaire lorsque Bonaparte prit le pouvoir afin de devenir consul. Par la suite, Olivier Cromwell mena 2 guerres contre les catholiques d'Irlande et d'Écosse. L'Irlande, étant profondément touchée par cette répression sanglante, garde encore de nos jours certaines traces de ce passé funeste. En effet, Cromwell commandita un génocide à l'encontre des catholiques irlandais. L'excès de puritanisme, d'austérité et de sévérité dont a pu faire preuve la République cromwellienne, une quasi-dictature, nous pouvons citer l'interdiction de cabarets et opéras, exaspéra les Anglais devenus pour la plupart anti-république. C'est bien peut-être pour cela que l'Angleterre ne revint jamais à la République. Avant sa mort, Cromwell désigna son fils comme étant son successeur. Connaissant une grande impopularité, il est destitué. Charles II est appelé et prend le pouvoir le 23 avril 1660. La Restauration. Charles II, fils de Charles Ier,
vengea son père en commettant une épuration visant les parlementaires qu'il avait fait exécuter. Bien que le roi favorisait une politique de tolérance religieuse, le Parlement fit voter la loi d'uniformité du livre de prière anglican, excluant tous les non-anglicans, vivant de ce fait dans l'illégalité. Le monarque connut le règne le plus long du XVIIe siècle en Angleterre, soit près de 25 ans. Peu avant sa mort, le Parlement prit connaissance de sa volonté de faire de Jacques Stuart, son frère, son successeur. En raison de sa foi catholique, cela était tout bonnement inadmissible pour le Parlement. Cette crise entraîna la naissance du parti Whig contre l'absolutisme royal, favorable au bill, et de son opposant le parti Tory, jugé conservateur. Cependant, le 6 février 1685, Jacques II, fervent catholique, accède au trône. Ce dernier est très peu apprécié du peuple anglais, et plus précisément de l'élite religieuse et de l'aristocratie. En effet, étant admiratif de son voisin français, ce dernier chercha à renverser les lois anglaises pour imposer le catholicisme. En 1688, le peuple apprend la naissance de son fils, qui ne fait qu'agrandir les craintes du pays, qui ne voulait plus retourner à une monarchie catholique. La deuxième révolution, la Révolution glorieuse. Les Anglais appellent Guillaume III prince d'Orange, gendre de Jacques II et Marie sa fille, tous deux protestants venant d'Hollande, afin de délivrer le royaume. Ils menèrent la Révolution glorieuse, une révolution peu sanglante. Ainsi, Jacques II s'enfuit en France et Guillaume III et Marie accédèrent au trône. Cela représentera un soulagement pour le peuple anglais, redevenu libre de la répression de Jacques II. Le Bill of Rights, ou Déclaration des droits de 1689, fut rédigé et la monarchie parlementaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, fut mise en place. L'habeas corpus. Après la révolte, plusieurs nouvelles lois ont été votées et appliquées. Le texte de l'habeas corpus faisait sans nul doute partie des lois les plus importantes de l'époque. En effet, avant que cette loi ne soit votée, les officiers enfermaient des innocents sans procès malgré un manque de preuves apparentes. Celle-ci donne donc à tous les prisonniers une chance d'être jugés impartialement devant des jurés et le droit d'être représentés par un avocat qui les défendra. Ainsi, les officiers devaient communiquer auprès d'une cour les causes exactes de l'emprisonnement de la personne arrêtée dans un délai de 3 jours. Après quoi, le prisonnier est libéré dans les 2 jours qui suivent en payant une caution à la hauteur de son crime qui servira de garantie. Celle-ci est une sorte de certification pour la cour, les assurant que le prisonnier reviendra au tribunal pour assister à son procès et par la suite recevoir sa sentence. Par conséquent, de nos jours, toute personne, quel que soit son statut social, peut demander une ordonnance pour bénéficier de l'habeas corpus pour son propre compte, mais aussi en faveur d'un prisonnier. Cette loi universelle appliquée à toutes les régions du monde, à quelques exceptions près. En effet, certains pays se réservent le droit de se déroger à ce commandement, à l'instar des pays en guerre. La Déclaration des droits de 1689. En 1689, dans le cadre de la Révolution anglaise, les lords spirituels et les communes, représentation pleine et entière de la nation, ont rédigé une déclaration des droits. Celle-ci ayant pour objectif d'aviser à ce que la religion, les lois, ainsi que les libertés ne puissent plus être renversées. Elle est imposée à tous, tout le peuple doit donc la respecter. Mais vous pourriez vous demander en quoi l'établissement de cette déclaration des droits de 1689 représente-t-il une des principales conséquences de la Révolution anglaise. Eh bien, c'est simple. Arrêtons-nous un instant sur le contexte. En 1660, la monarchie limitée est restaurée en Angleterre suite à une guerre civile. L'habeas corpus, notion juridique qui énonce une liberté fondamentale, n'est pas respectée. Marie, reine d'Angleterre, et Guillaume statutaire de Hollande décident donc en 1689 de défendre une déclaration des droits. Mais que retrouve-t-on dans cette déclaration ? Tout d'abord, on y insiste sur la place qu'occupe le Parlement dans le royaume. En effet, pour que le peuple ait une place importante dans la prise de décision et la gestion du royaume, de nombreuses lois sont en faveur du Parlement. Dorénavant,
L'exécution ou la suspension des lois sans l'avis du Parlement est illégale. Le lever d'argent à l'usage de la royauté sans le consentement du Parlement est illégal. Et enfin, entretenir une armée sans l'avis du Parlement est aussi devenu illégal. Quant au peuple, il a tout à fait le droit de lever des pétitions. Certes, le Parlement occupe une place importante dans le royaume, mais on retrouve en son sein des droits et des devoirs indiqués dans la Déclaration. Les membres du Parlement peuvent être élus librement, tandis que tout le peuple est libre de s'exprimer sans crainte de poursuite. Encore une fois, l'objectif est de montrer que le peuple est libre à travers la liberté du Parlement. D'un autre côté, les tribunaux sont fortement encadrés. Il est interdit d'exiger des peines trop cruelles. Ils se doivent donc d'être justes au niveau des peines, amendes et cautions, et impartial dans l'établissement des listes de jurés. Enfin, le Parlement est dans l'obligation de se réunir fréquemment. Donc, cette déclaration limite définitivement le pouvoir du roi au profit de celui du Parlement anglais. Quant à la monarchie parlementaire, elle remplace désormais la monarchie absolue. Ces principes sont définis dans la Déclaration des droits de 1689. Par la suite, à travers le témoignage de Voltaire, nous verrons que bien d'autres progrès ont été faits. En conclusion, le XVIIe siècle fut extrêmement mouvementé en Angleterre. 2 révolutions se sont succédées. La première révolution de 1649, ainsi que la glorieuse révolution de 1689. En Irlande, la blessure laissée par le passage de Cromwell resta profondément ancrée dans l'histoire du pays. D'autre part, le Bill of Rights, conséquence directe de la glorieuse révolution, permit aux citoyens anglais, désormais représentés par le Parlement et la Chambre des communes, de voir leurs droits clairement définis. Possédant de nombreuses libertés auparavant négligées, en effet, ces révolutions sont à l'origine du libéralisme. Ainsi, le roi règne, mais ne gouverne pas.